Bonjour à tous, ravi d'être là devant vous ce matin, surtout après les speakers qui viennent de passer. On est ravis avec Gilles d'être là pour vous parler de nos entreprises qui sont dans la deep tech et de la diversité des talents qui travaillent dans ce milieu, et puis finir peut-être par quelques conseils. Peut-être Gilles, si tu veux te présenter pour démarrer. Je vais commencer. Donc, je m'appelle Gilles Moreau, je suis un ancien chercheur. Moi, j'ai travaillé dans la recherche publique et dans la recherche privée. Donc, dans la recherche privée chez Renault et puis chez 3M. Et puis dans la recherche publique, je suis un ancien du CEA. Et puis, je suis tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat il y a maintenant 7 ans, avec une première entreprise qui s'appelle Lancet Energy Storage. Et là, depuis 3 ans, sur un gros projet que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vercor. Donc moi, je suis un des fondateurs de Vercor. On a travaillé voilà, depuis maintenant 3 ans sur ce gros projet on a besoin de beaucoup d'argent. Donc là, récemment, on a annoncé une levée de 2 milliards où le but, c'est de refaire des batteries en France. Donc on parlait tout à l'heure des choses qui avaient été inventées en France. Une partie de la batterie, l'anode graphite, a été inventée en France, en particulier à Grenoble. Donc on est content, nous, de pouvoir ramener ça sur le territoire grenoblois et puis pour l'usine, sur le territoire dunkerquois, qui est aussi un gros territoire d'industrie qu'on est content de pouvoir travailler. Donc voilà, ça c'est pour mon parcours. Emmanuel, je te laisse te présenter. Alors de mon côté, j'ai un parcours un peu différent, puisque à la base, je suis ingénieur, j'ai fait Centrale Supélec, et ensuite j'ai passé 8 ans à faire du conseil en stratégie au BCG. Et puis au bout de 8 ans, on commence à se poser un peu des questions. Donc il y a 4 ans, j'ai sauté le pas. J'ai cofondé Akemia avec Maximilien Levesque, qui dirigeait un groupe de recherche en physique théorique à Normal Sup. Ça claque. Et donc on a cofondé Akemia. Aujourd'hui, donc on était 2 à l'époque, on est 60 aujourd'hui. On est une plateforme de recherche de médicaments en accéléré. Plus concrètement, on utilise, pour dire les gros mots, de l'IA générative qu'on guide avec une physique théorique extrêmement efficace pour aller trouver plus vite des meilleurs médicaments pour des maladies comme le cancer. Et aujourd'hui, on a une demi-douzaine de projets en interne de recherche de médicaments qui commencent à avoir des preuves dans l'animal. On a levé seulement 30 millions d'euros. Et oui, ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler de la diversité. En particulier, cette diversité chez Akemia, elle a commencé par les cofondateurs, donc mon associé et moi. Et en fait, pour vous raconter une petite anecdote, on était la semaine dernière au lancement de la French Tech 2030, qui sont les 125 startups qui participent à l'ambition 2030 de la France dans la santé, l'écologie, etc. Et Jean-Noël Barrot, notre ministre du numérique, disait il y a 10 ans, la première génération d'entrepreneurs, c'était, pour caricaturer, des hommes jeunes, sortis d'école, probablement d'ingénieurs, tant qu'à faire de Polytechnique, puisqu'il se trouve qu'on était là-bas à ce moment-là. Et en fait, la nouvelle génération d'entrepreneurs aujourd'hui, elle est différente. Elle est notamment constituée de plus de femmes, de chercheurs. Il y en a beaucoup aujourd'hui, je comprends dans l'assistance. Et en fait, on s'est regardé avec mon associé quand le ministre a dit ça, on s'est dit, mais en fait, c'est nous. Et on est ravis de faire partie de cette nouvelle aventure. Et je voulais faire une parenthèse sur, et Gilles en parlera encore mieux que moi derrière, mais sur les chercheurs et l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Il y a la façon, on va dire, un peu traditionnelle, qui est le chercheur qui reste dans son labo, qui continue à chercher sur des méthodes de la nouvelle science, et puis une équipe à part qui travaille dans une nouvelle entreprise à partir de cette science. Et puis, il y a les chercheurs entrepreneurs. C'est le cas de mon associé, qui dirigeait son groupe de recherche et qui aujourd'hui est CEO d'Akemia depuis 4 ans. Et qui ne fait plus du tout de recherche, et il est ravi avec ça. S'il avait dû continuer à faire de la recherche, quel plus bel endroit que Normal Sup pour le faire. Mais donc là, c'est un métier différent, et je pense que c'est ça qui nous permet d'innover et de voir les choses différentes aussi dans les startups d'aujourd'hui. Alors moi, je suis ravi aussi. Alors je ne dis pas ça pour les gens qui vont être chercheurs, qui ont envie de rester chercheurs toute leur vie, c'est super. Mais c'est vrai que certains d'entre vous, certains d'entre nous, du coup, je peux me compter dedans, on a parfois cette envie de, je l'ai entendu par Lucie tout à l'heure, d'être son propre chef, de prendre en main un peu son destin et de se tester sur, c'est le principe d'un chercheur, de tester, de chercher les limites un peu partout, et ben, chercher ses propres limites, ses propres...
le coup d'après, le truc qui va nous sortir de notre zone de confort. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Tu dis la description de Jean-Noël Barrot sur les nouveaux entrepreneurs, c'est vous. Alors c'est nous aussi chez Vercors. On est des experts, évidemment. On en parlait tout à l'heure avec Nicolas Dufour qu'il y a 3 ans, on est arrivé à 6 pour dire voilà, on a besoin de 2 milliards pour monter une usine. Alors évidemment, à 6 personnes et puis avec pas grand-chose, enfin, autour de, si, beaucoup, mais beaucoup à prouver, pas grand-chose à montrer au départ. C'était pas forcément facile, c'était pas forcément gagné. Et notre premier asset, notre première qualité, c'est le fait d'être des experts. Donc des experts chacun dans notre domaine. Moi, un petit peu dans la recherche. On a un collègue qui venait de Tesla, qui avait travaillé sur l'industrialisation de la batterie chez Tesla. Donc évidemment, ça nous aide. On avait quelqu'un qui sait hyper bien financer les nouvelles énergies. Quelqu'un qui savait travailler sur les affaires publiques. Notre histoire, elle commence d'abord par cette équipe, cette diversité et cette manière de réussir à travailler ensemble. Je ne sais pas si tu veux dire plus. Pour rebondir dessus, je pense que je peux peut-être vous parler de la diversité des profils qu'on a aujourd'hui chez Akemia. Alors, la description que je vous en ai faite tout à l'heure, vous dites c'est finalement une bande de geeks qui sont tous un peu pareils, parce qu'il n'y a pas énormément de sales et marketing dans notre boîte, etc. En fait, c'est une somme de compétences très différentes les unes des autres. Il y a des biologistes qui viennent de l'académique, des chimistes qui viennent de l'industrie pharmaceutique, des ingénieurs en machine learning qui viennent de start-up tech. Et donc, il faut faire travailler tout ce petit monde ensemble. Et finalement, ce qui est le plus important, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des personnes qui sont ce qu'on appelle T-shaped, donc T comme un T, qui ont une forte verticale de compétences, qui ont leur expertise, comme dit Gilles, mais qui sont aussi capables de naviguer avec d'autres gens qui viennent de mondes et de compétences différentes. Et ce que ça veut dire, c'est 1, d'être curieux vis-à-vis des autres, de s'intéresser, et 2, d'être capable de vulgariser sa propre science, ses propres compétences, pour pouvoir, in fine, construire un vocabulaire commun, pour qu'on puisse aller tous ensemble vers le même but. Et en ce qui nous concerne, la recherche de médicaments, c'est extrêmement difficile. On a coutume de dire qu'en fait, il n'y a pas une personne au monde qui sait comment mieux trouver des médicaments aujourd'hui. Sinon, il y a plein de gens qui ne seraient pas malades. On en a tous dans notre entourage. Et donc, on a besoin de toutes ces compétences ensemble pour pouvoir travailler. L'autre point que je voudrais ajouter, c'est qu'au-delà des compétences, ce qui est important et qui est encore plus important en réalité, c'est le fit et c'est l'esprit d'équipe. Parce que vous pouvez mettre dans la salle 3 prix Nobel de biologie, de chimie, de machine learning, même si ça n'existe pas, mais... Et ils peuvent être aussi forts qu'ils veulent, s'ils ne s'écoutent pas parler et qu'ils n'ont pas envie de construire quelque chose ensemble, ils feront des super papiers dans leur matière, mais ils ne créeront pas quelque chose ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qu'on a en tête à la fois dans le recrutement et puis le développement de notre équipe. Et je pense que ça doit être pareil aussi chez Vercors. Exactement pareil. Je vais quand même ajouter 2 petites choses qui me tiennent toujours à cœur, c'est travailler en coopération. Donc, je vais rebondir sur les prix Nobel. Je ne connais pas beaucoup de prix Nobel, mais en tout cas, ça me renvoie à quelque chose, c'est à l'ego. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est super important aujourd'hui pour réussir à bien travailler. Et puis, si on veut faire l'industrie et l'entrepreneuriat de manière différente, c'est travailler en commun et de ne pas avoir un ego qui essaye de manger les nôtres. De manger les autres, pardon. Et nous, une grosse partie chez Vercors de notre succès, c'est qu'on a réussi à partager d'abord entre nous, et puis surtout avec toutes les parties prenantes, donc nos premiers investisseurs, nos clients, Renault, qui sont partie prenante dans tout ce qu'on fait, avec qui on a travaillé depuis le début. Donc on est sorti, pour moi, c'est mon opinion aujourd'hui, c'est que on va réussir que si on change le modèle de l'entrepreneur tout-puissant qui réussit contre vents et marées.
il faut de la consistance, il faut ne pas s'arrêter quand il y a des problèmes, ce que disait Xavier tout à l'heure. Il faut y croire, même si tout le monde autour de nous nous dit que c'est pas possible, mais il faut le faire en groupe. Déjà parce que c'est plus agréable, travailler en équipe c'est quand même mieux qu'être tout seul. Ensuite, parce que moi j'avais toujours l'image de la sinusoïde. Par moments, on n'est pas bien. Par d'autres moments, on est super motivé. Quand on est tout seul, les moments pas bien, c'est pénible. Quand on est en groupe, c'est rare qu'on soit tous sur la sinusoïde au même moment. Donc en fait, travailler à plusieurs, c'est quand même une force parce que on va partager les bons moments, on va s'entraider dans les moments difficiles. Et puis, oui, ça sera plus sympa pour faire la fête quand on sera plusieurs à la fin. Et une autre façon, en termes de diversité, c'est là on se parle beaucoup de diversité de compétences. Je pense qu'il y a aussi la diversité de culture et de langue. Et on a besoin de ça aussi. C'est-à-dire que quand Gilles dit on a besoin d'être plusieurs à travailler ensemble, il ne faut pas se limiter à la France. Typiquement, chez Akemia, aujourd'hui, on est un gros quart d'étrangers qu'on a attirés parce qu'on avait besoin de leurs compétences, parce que sur certains sujets, la France ne suffit pas nécessairement. Et finalement, on cherche des médicaments pas pour les Français, mais pour des patients dans le monde entier. Et donc, pourquoi se priver de ces talents qui sont partout ? Et ça, donc, à la fois, on a besoin d'eux, et aussi, il faut se mettre dans une position où on les accueille de la bonne manière, parce que quand on débarque dans un pays et qu'on connaît personne, c'est toujours plus compliqué. Et donc ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure aussi sur l'ouverture, l'envie d'aller vers l'autre. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on peut changer les choses. Ouais, je te rejoins là-dessus. Nous, on est 40 nationalités chez Vercors, 38 exactement. Mais on a ce travail de culture, on a ce travail de partage. Et de la même manière que on partage les bons moments, et on partage aussi la vision différente, l'angle sur lequel on regarde un problème. C'est hyper intéressant de travailler avec des gens qui ont des cultures tout à fait différentes. On avait parlé de donner quelques conseils. Donc, moi, j'en ai pas plein des conseils, mais je vais essayer de les résumer et puis peut-être que je pourrais rebondir sur les tiens. Le premier, c'est de travailler. C'est débile et puis c'est une évidence, mais le fait que ça ait marché pour nous, c'est parce qu'on a travaillé. Je ne vais pas revenir sur le fait que quand on est arrivé il y a 3 ans avec rien, maintenant, après 3 ans et 2 milliards levés, c'est parce que dans l'intervalle, on a créé énormément de choses. Il faut s'amuser aussi. C'est moins sympa. Donc, pareil, on a une bonne équipe, on arrive à s'amuser. Et ça, c'est quasiment le plus important. Moi, il y a un autre truc que j'aime bien et sur lequel qui me suit depuis mes études, plus jeune que vous encore, c'est comprendre les règles. Je suis un gros joueur aussi, j'aime beaucoup jouer des jeux de société, j'aime bien. C'est comprendre les règles pour pouvoir les passer outre. Donc vraiment avoir exactement, bien avoir compris mon cadre. C'est un travail de chercheur à nouveau. Bien avoir compris le cadre pour pouvoir chercher pourquoi il y a quelque chose qui peut marcher en dehors de ce cadre ou oui, fonctionner. David l'a super bien expliqué tout à l'heure, mais voilà, fonctionner un peu plus loin. Et ça, c'est valable évidemment pour la science, mais c'est encore plus valable dans l'entrepreneuriat. Si on reste pile poil dans le carré qu'on nous a donné, ça va pas marcher. Par contre, si on s'amuse et si on joue avec les limites, là, on peut faire des choses vraiment chouettes. Et de mon côté, en termes de conseils, je me dis, vous qui êtes dans la salle aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes principalement des étudiants, des chercheurs, enfin peut-être des gens qui n'ont peut-être pas encore démarré leur société. Je pense que le premier conseil, c'est, si possible, d'y aller à plusieurs. On l'a bien illustré, je pense, avec Gilles, c'est que quand on est seul et qu'on est en bas de la sinusoïde, je pense que c'est très difficile. Et donc, du coup, la question d'après, c'est avec qui ? Et je pense que le premier conseil par rapport à ça, c'est quelqu'un avec qui ça fit. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous partagez la vision de l'entreprise que vous allez créer et vous allez avoir envie de travailler ensemble. Vous allez trouver ça plaisant de travailler ensemble. C'est le premier critère avant de se dire « Ah, le CV, il n'est pas exactement comme ça ».
Typiquement, quand mon associé cherchait quelqu'un pour monter sa boîte, il était là, ça serait bien quelqu'un qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, qui a passé 15 ans aux États-Unis, qui a fait ceci. Et bien en fait, c'était pas ça mon CV, mais c'était pas ça qui était important. L'important, c'est qu'on avait envie de travailler ensemble. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand même, c'est bien de fonder une société avec quelqu'un qui est complémentaire. Pourquoi ? Parce que vous allez compenser vos forces et vos faiblesses. Il y a des choses que vous allez aimer faire, moins faire, et l'autre pourra complémenter ça. Deuxièmement, je pense que c'est aussi potentiellement plus crédible pour certains partenaires et investisseurs. Souvent, les startups, ça commence aussi par aller convaincre des gens. Et le fait de voir qu'il y a différentes cartes, différents atouts déjà dans l'équipe cofondatrice, ça aide. Et puis, la troisième raison, c'est que c'est plus fun, on apprend, on découvre un nouveau monde. Moi, j'y connaissais rien au monde de la recherche avant de rencontrer mon associé. Il m'a apporté énormément de choses. J'ai découvert que les chercheurs, enfin en tout cas lui, sont des excellents vendeurs. Parce qu'en fait, en recherche, si je comprends bien, vous avez votre science. Qui de mieux que vous pour la vendre ? C'est pareil avec votre start-up. Il n'y a personne qui va la vendre mieux que vous. Et donc, il y a un très bon fit entre des chercheurs et finalement des cofondateurs d'entreprise, je pense. Voilà, parfaite conclusion. Donc, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. On est ravis de pouvoir écouter aussi maintenant à notre tour les pitchs et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel et Gilles pour ces discours qui sont vraiment très inspirants. Donc je vais appeler à présent Cyril, Jeanne et Alexandre à nous rejoindre sur scène. Je vais vous reparler un petit peu aussi du QR code qui va s'afficher à l'écran. Donc n'hésitez pas à le scanner. Vous allez pouvoir donner des notes entre 1 et 5 étoiles à chaque présentation pour essayer de déterminer quel est le projet que vous aimeriez rejoindre, s'ils arrivent à vous convaincre. Donc je vais demander à Cyril de venir. Donc Cyril Vidal, on lui avait dit qu'il n'y avait rien de nouveau à faire dans le monde du notariat. Il a alors cherché et imaginé un monde où les notaires sont aussi innovants que des artistes et où la confiance numérique est recréée. Je te laisse nous présenter tout ça. Merci. Après le jingle. Bonjour. On vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un nouveau monde. Nous sommes dans un monde de confiance numérique. Dans ce monde, le champ des possibles est quasiment infini, mais la relation entre les individus a évolué. Et aujourd'hui, il reste une problématique fondamentale avec une question liée. Comment avoir confiance dans celui avec qui je vais signer numériquement un document ? Alors, il y a bien entendu des logiciels informatiques, des logiciels qui sont censés nous protéger, qui existent. Mais aucun, j'ai bien dit aucun, ne permet de répondre à cette question. J'ai mené des travaux de recherche sur l'avenir de la fonction de notaire et je me suis particulièrement intéressé à la façon dont on pouvait repenser la fonction historique, la fonction traditionnelle de notaire, pour que le notaire devienne un tiers de confiance numérique, qu'il soit l'agrégat entre l'utilisateur, l'acceptation et la confiance. Grâce à une approche transdisciplinaire en combinant les sciences de gestion, le droit et l'informatique, nous avons créé une technologie à impact. Nous avons créé la technologie Astéroïde. Astéroïde permet dès à présent de se passer d'un notaire traditionnel pour transférer la propriété d'un bien immobilier. C'est instantané, plus simple et moins onéreux. Mais à terme, Astéroïde permettra de façon open source, c'est-à-dire mise à disposition gratuitement, de tout développeur informatique d'intégrer la technologie pour lui permettre de régler les problèmes de confiance entre ses utilisateurs. Vous l'avez compris, Astéroïde est plus qu'une évolution, c'est une révolution de la confiance numérique couplée à la fonction de notaire. Merci beaucoup Cyril. Nous allons à présent faire appel à Jeanne Lepayet. Alors attention, parce qu'elle a encodé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans de l'ADN. Donc là, on commence après toi. Et le gong. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Il a 35 ans. Et il célèbre aussi la fin d'un chantier révolutionnaire. Métamorphoser la Défense à Paris en un quartier capable de rendre l'air et l'eau plus purs qu'à leur arrivée. Pour accomplir une telle prouesse, il a réuni une équipe de 2000 personnes, architectes, scientifiques, citoyens, politiques, tous
ont collaboré de manière fluide et efficace grâce à Bing Dream, un logiciel collaboratif sur lequel chacun peut griffonner idées et concepts et les voir se transformer instantanément en visuels compréhensibles par tous. Désormais, chacun peut faire entendre ses idées à forces égales. Mais tout ceci n'est pas encore arrivé. Bon, déjà parce que mon petit frère de 35 ans n'en a en fait que 17. Mais aussi parce que la complexité de la communication multidisciplinaire nécessite des échanges incessants et fait perdre du temps qui n'est pas consacré à innover. En parallèle de mes études, j'ai toujours aidé ingénieurs et chercheurs à créer des visuels pour publier, breveter, obtenir des financements. Mais j'ai voulu aller plus loin, offrir à tous le pouvoir du dessin, un outil puissant de communication, mais bien plus encore de réflexion. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'anniversaire de mon frère que je célèbre avec vous, mais la sortie de notre premier logiciel. Alors, n'hésitez plus à explorer vos idées, parce que nous avons tous en nous le pouvoir et le potentiel de révolutionner notre réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jeanne. Même pas de gong, incroyable. Donc maintenant, je vais demander à Alexandre de nous rejoindre, donc de DJ à doctorant, mais aujourd'hui, il ne joue plus. Je te laisse la place. Alors, vous ne pouvez pas savoir à quel point un caillou peut être puissant. Imaginez-vous le jeter dans l'eau et voir les ondes se propager à la surface, une expérience plutôt banale, n'est-ce pas? Eh bien, pas si banale que ça au final, puisque cette expérience a inspiré une innovation majeure dans la dermatologie, une véritable révolution dans les diagnostics des tumeurs sous-cutanées. Et cette révolution s'appelle Underskin. Alors, de cette onde sont nés plus de 200 centres de diagnostic à travers le monde, et plus de 2 millions de diagnostics justes et sans erreur par an, et quasi instantanés, sont réalisés grâce à l'intelligence artificielle. Et la prochaine étape pour Underskin, c'est la mise en place de son application Make Your Skin Great Again, qui vous permettra de suivre l'évolution de votre santé cutanée au cours du temps. Bon, vous l'aurez compris, tout ça, c'est pour bientôt. Je m'appelle Alexandre Bergeau, je suis un ancien DJ international, passionné par les ondes, et j'ai décidé d'accomplir cette mission avec Underskin. Alors, comment tout ça fonctionne? Underskin repose sur un concept simple et puissant. Un GDR vient créer des ondes à la surface de la peau, et via une série d'algorithmes que j'ai développés lors de ma thèse, eh bien, je vais réaliser une cartographie qui va me permettre de quantifier objectivement cette tumeur. C'est un peu comme une échographie avancée en quelque sorte. Et en 2023, quand on s'est lancé, on était pionniers dans ce domaine. Et demain, nous serons leaders. Comme quoi, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir qu'un simple caillou peut avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Donc à présent, je vais appeler Emmanuel et Gilles à réagir à ces présentations, peut-être leur poser des questions avant de voter. Ça va peut-être vous aider à avoir des réponses. Alors moi j'ai une petite question pour Cyril. Comme je disais tout à l'heure dans mon speech, j'aime bien me dire qu'on va sur des sujets qui ne sont pas du tout attendus. Comment tu es tombé dans le bain du notariat? Je trouve ça incroyable. J'ai un parcours un peu particulier et avant de faire de la recherche, avant de faire une thèse, j'étais dans le monde de l'entreprise. Je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait pas mal d'années. Et j'ai pu rencontrer des difficultés que peuvent rencontrer tout chef d'entreprise, qu'on peut appeler la crise, ou simplement un manque de vision perspective sur l'avenir. Et à ce moment-là, j'ai souhaité prendre le temps long de la réflexion et reprendre mes études. Et c'est là où je me suis inscrit dans un parcours doctoral et que j'ai souhaité réfléchir sur une fonction particulière qui est celle de notaire, parce que cette fonction, elle est au centre de la société, elle existe depuis la création du Royaume de France. Et cette société, finalement, c'est le lien entre les individus, la confiance. Et avec toutes les évolutions qu'on a pu voir dans la société, je me disais que la fonction de notaire pouvait être l'élément pivot, l'élément qui pouvait changer la société demain. Super. Peut-être pour rebondir sur les projets de Jeanne et Alexandre, dans les deux cas, pour deux raisons différentes, j'ai vu un vrai besoin auquel vos sociétés répondent. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Et Jeanne, dans le sens où, au sein des entreprises, on sent ce besoin, en particulier post-Covid, où il y a de plus en plus de télétravail, etc. Du coup, ouais, comment ça t'est venu? Enfin, toi, c'est quoi ta formation? Tu viens du dessin, tu viens de la technique, tu viens d'où? Grande question. Moi, je suis née dans une famille d'artistes. Je ne sais pas si mes parents sont là ce soir, mais merci de m'avoir fait naître, du coup. Et j'ai découvert la science par l'art, donc par mes parents.
J'ai découvert la physique par les effets spéciaux au cinéma, j'ai découvert la physique aussi par la lumière, j'ai découvert comment est-ce qu'on pouvait communiquer et échanger ensemble. Donc, mes parents ont beaucoup voyagé et on s'envoyait des... Je ne savais pas écrire, ça a changé ça. On s'envoyait des dessins par télécommunication de l'époque, facsimilé, voilà, pour se raconter nos journées. Et en fait, le dessin, c'est vraiment un langage universel pour échanger des choses, des concepts aussi. Et c'est un puissant moyen de réflexion. Tout au long de mes études, je l'ai beaucoup utilisé. C'est là où on se pose, c'est au moment où on dessine, où on se pose des questions qu'on ne se serait jamais posées autrement qu'au moment de les dessiner. Et j'avais envie que les gens qui sont porteurs de connaissances, chercheurs, ingénieurs ou que sais-je, puissent bénéficier de cet outil-là, non seulement comme un outil de communication, mais aussi comme un outil de réflexion pour décupler sa créativité et pour pouvoir collaborer avec un plus grand nombre de personnes. Et du coup, à ton tour, j'ai des questions sur le métier de DJ, mais ça, on en parlera plus tard. Mais par contre, juste pour comprendre, t'en es où? Donc c'est le tout début de la démonstration, parce que j'aime bien le concept de 2050, mais juste pour comprendre, là, aujourd'hui, où t'en es et de quoi t'as besoin, parce que c'est super intéressant comme sujet. Alors en fait, en ce moment, donc, on a déjà des prototypes qui sont là. On en a 3. On en a un qui est installé en CHU, justement, déjà qui collecte des données par rapport aux tumeurs pour justement créer des bases de données et après mettre de l'IA et voir comment il arrive à les reconnaître. Donc voilà, on en est à ce stade-là. On a le soutien de Pulsalis, donc la SAT qui est avec nous, et on a un brevet aussi sur sa technologie. Pulsalis, c'est à Lyon? Oui, Lyon-Saint-Étienne. Ok. Merci beaucoup, des réactions hyper intéressantes. Donc je vais vous laisser, nos chers pitchers, retrouver vos places dans le public. Nous, on va vous laisser. Vous aussi, vous pouvez repartir. Et maintenant, laissons place à une nouvelle session hyper instructive.